dans le monde impitoyable brûlé par le soleil et glacé des mines d'or du Klondike, un nom résonne comme une légende vivante, Parker Schnabel. Des millions de personnes à travers le monde suivent ses moindres faits et gestes, retenant leur souffle, tandis que des quantités stupéfiantes d'or sont arrachées à la terre gelée. Ils sont captivés par le rugissement des mastodontes de la machinerie, les torrents d'eau en cascade qui s'infiltrent dans la terre, et enfin la promesse scintillante de millions de dollars en or. Parker, le Boy King du Klondike, avec son intensité tranquille et son regard d'acier, est devenu l'icône d'une réussite extraordinaire, d'un rêve américain réécrit dans la poussière d'or et la sueur. Mais dans l'éclat aveuglant de ce succès rare, sont ceux qui s'arrêtent pour remarquer les silhouettes qui s'estompent pour les visages familiers qui ont lentement l'un après l'autre disparu de son côté. Je prendrai une pause café et mon déjeuner, vous savez, et si c'est interdit, alors peut-être que je ne devrais pas être ici de toute façon. Ces mots, une observation brève mais poignante, cachent une dure vérité. Le coût de l'extraction de millions de dollars d'or ne se mesure pas seulement en carburant, en équipement ou en temps. Il se mesure aussi en personne. La pression incessante et inflexible a créé une porte tournante pour certains des membres les plus importants de l'équipe. D'abord, Chris est parti, puis Mitch est parti. Le déroulement de la saga des personnes qui ont quitté l'entreprise et les raisons pour lesquelles elles ont choisi de le faire ne se contente pas d'exposer une vérité cachée derrière l'incroyable succès de Parker. Elle nous plonge dans une enquête plus profonde, nous obligeant à remettre en question les fondements mêmes de son empire et soulevant la question troublante des changements précaires à venir. Le récit transcende les simples statistiques sur les quantités d'or accumulées et se transforme en un drame humain poignant qui se joue dans l'immensité et l'indifférence de la nature sauvage de l'Alaska. Il remet en question nos perceptions du leadership de la loyauté et du prix ultime d'une ambition qui frise l'obsession. La jeunesse d'un roi, un héritage forgé dans la poussière d'or. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Parker Schnabel est né dans un contexte d'exploitation de mines d'or qui l'a précédé dans son existence. Il ne s'agissait pas seulement d'une entreprise familiale, mais d'un droit de naissance, d'un destin gravé dans le paysage même du Klondike. Son grand-père John Schnabel était plus qu'un simple mineur. C'était un titan, une légende vivante du Klondike, un homme dont l'esprit pionnier et le courage à l'ancienne constituaient le fondement même du folklore local. John avait posé ses jalons à une époque où les hommes affrontaient la nature sauvage avec une force brute et une détermination inébranlable, et son nom était synonyme d'intégrité et de labeur acharné. Parker a eu beaucoup de succès. Pour accomplir ce qu'il a fait, je l'applaudis, a fait remarquer un jour un observateur chevronné, exprimant ainsi la vénération que beaucoup éprouvaient pour le nom de Schnabel. Dès son plus jeune âge, Parker a été imprégné de cette tradition. L'odeur du diesel, le grondement des machines lourdes, le scintillement de l'or fin dans une bâtée, telles étaient les berceuses de son enfance. Il a passé d'innombrables heures sur le site de la mine, absorbant chaque nuance, chaque leçon, non pas dans les manuels, mais dans la terre elle-même et dans les mains usées de son grand-père. Il a appris non seulement les mécanismes de l'exploitation minière, mais aussi la sagesse inhérente à la terre, l'art subtil de lire le sol et la résistance inébranlable nécessaire pour exploiter ses richesses. Ce lien intime avec la terre et son histoire a constitué le creuset dans lequel s'est forgée sa formidable ambition. Lorsque Parker, à l'âge étonnamment tendre de 16 ans, a officiellement pris les rênes de l'entreprise familiale, nombreux sont ceux qui, au sein de la communauté soudée du Klondike, et au-delà se sont moqués. Pour eux, il s'agissait d'un jeu d'enfant, d'une expérience naïve, menée par un enfant privilégié, qui s'aventurait dans un monde d'adultes dangereux et aux enjeux considérables. Un enfant qui joue dans un bac à sable, aurait-il chuchoté leur scepticisme, étant un bourdonnement palpable dans l'air glacial du Nord. Ils ne pouvaient pas se tromper plus profondément. Ce qu'ils n'ont pas compris,
C'est le feu incandescent qui brûlait en ce jeune homme, une motivation qui frôlait l'obsession singulière et dévorante. Parker ne s'est pas contenté de perpétuer l'héritage de son grand-père, il l'a dynamisé. Il a pris une petite exploitation traditionnelle et l'a transformée à force de volonté, et grâce à une perspicacité stratégique bien supérieure à son âge, en une entreprise colossale qui a fait bouger les choses. Sa vision n'était pas seulement de maintenir l'exploitation, elle était de l'étendre, de la dominer, de réécrire le livre des records de l'extraction de l'or. Il a adopté l'innovation, repoussé les limites et remis en question toutes les idées préconçues sur ce qui était possible. L'ampleur de son ambition était stupéfiante, laissant souvent les vétérans chevronnés secouer la tête avec un mélange d'admiration et de perplexité. Au milieu de la vingtaine, à une époque où la plupart des jeunes adultes sont encore en train de trouver leur marque, Parker avait déjà gagné plus de 50 millions de dollars en or. Il ne s'agissait pas d'un simple succès, mais d'une réussite époustouflante, presque mythique, qui témoignait de son éthique de travail sans relâche et de sa capacité à flairer les terrains les plus riches. Les chiffres bruts parlent d'eux-mêmes. Voyons combien nous avons obtenu ici. 20, 40, 60, 80, 100 cents, 25, 40, 100, 85,15. Ce n'est pas une mauvaise série. Ces comptes rapides, presque désinvoltes, souvent filmés, révèlent l'extraordinaire réalité de ses activités quotidiennes. Chaque saison, il repoussait les limites, pulvérisant ses propres records dans une quête incessante de plus toujours plus. Mais sous l'éclat de tout cet or durement gagné, au milieu des accolades publiques et des chiffres financiers vertigineux, se cachait une pression immense, souvent invisible. Parker n'était pas seulement un mineur. Il était un PDG, un patron chargé de la responsabilité colossale d'un budget de plusieurs millions de dollars, d'une vaste gamme de machines à la pointe de la technologie, mais constamment défaillante, et plus important encore, de la subsistance d'une douzaine de membres de l'équipe. Beaucoup de ces hommes étaient plus âgés, plus expérimentés et assez sages pour être son père, ce qui créait une dynamique complexe de jeunes à la barre de vétérans chevronnés. Le poids de ces responsabilités aurait écrasé des individus plus modestes, mais Parker le supportait avec un visage stoïque, souvent indéchiffrable. Le fait le plus choquant, facilement ignoré par les téléspectateurs occasionnels, était l'échelle pure et audacieuse de son opération. À son apogée, Parker louait des milliers d'hectares de terre, chaque acre étant un trésor potentiel, chaque décision étant un pari risqué. Ses dépenses hebdomadaires en carburant, en pièces détachées et en salaire pouvaient facilement dépasser 100 000 $, une somme qui aurait mis en faillite la plupart des petites entreprises. Il ne s'agissait pas seulement d'un coût, mais d'un tic-tac. Chaque minute où les énormes machines ne fonctionnaient pas, chaque panne, chaque retard dû aux conditions météorologiques, chaque erreur humaine signifiait une perte d'argent, une érosion inexorable des bénéfices. Cette réalité financière brutale, cette course constante contre le temps et la géologie, a fait de Parker un dirigeant exceptionnellement exigeant et acharné. Il a poussé son équipe, son équipement, et lui-même aux limites absolues, 7 jours sur 7 pendant des mois, dans des conditions qui auraient brisé la plupart des gens. Le sommeil devient un luxe, la vie personnelle, un lointain souvenir, et la quête de l'or, un objectif unique et dévorant, la porte tournante, les fissures de l'Empire d'or. Cet environnement intense, un creuset conçu pour une extraction maximale de l'or, ne convenait pas à tout le monde. Les premières réussites ont été ponctuées de départs discrets, signes subtils, que sous le vernis du triomphe des fissures, commençaient à apparaître dans les fondations de l'empire doré de Parker. Les premières fissures sont apparues sous la forme de membres d'équipage qui ne pouvaient tout simplement pas supporter le rythme implacable, l'isolement et les exigences inflexibles. Les téléspectateurs se souviennent peut-être de Jeremy Leblanc, un mécanicien dont le séjour au sein de l'équipe de Parker a été notoirement bref puisqu'il n'a duré qu'une seule journée épuisante avant de jeter l'éponge. Le départ rapide de Jeremy
n'était pas le reflet d'une incompétence, mais plutôt d'un profond conflit de cultures et d'attentes. Jeremy est l'exemple parfait d'un homme qui s'est demandé comment il avait pu ne pas s'en sortir. Il venait d'une ville et ne pouvait pas s'en accommoder. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait là-bas. L'évaluation brutale de Parker, bien que manquant peut-être d'empathie, met en évidence un décalage crucial. Jeremy, habitué au rythme structuré de la vie urbaine, s'est trouvé complètement dépassé par le chaos brut et sauvage du Klondike, où la distinction entre le travail et la vie s'est estompée en un seul et unique flou épuisant. On n'attendait pas seulement d'eux qu'ils accomplissent un travail, mais qu'ils adoptent un mode de vie exigeant et complet auquel peu d'entre eux étaient réellement préparés. Puis vint Denis Savigny, un opérateur plus expérimenté, dont le départ était moins lié à un choc culturel qu'à des conflits de personnalité et à une incapacité à s'intégrer dans l'équipe très tendue de Parker. Le comportement perturbateur de Denis, sa résistance apparente à la philosophie opérationnelle rapide de Parker, ont finalement conduit à son licenciement. Les choses ne fonctionnent pas. Nous avons besoin d'un rythme un peu plus rapide. J'espère que vous le comprenez. Les paroles de Parker étaient directes sans complaisance et révélatrices de sa politique de tolérance zéro à l'égard de tout ce qui pouvait entraver l'efficacité ou le progrès. Ces départs précoces, bien qu'apparemment mineurs à l'époque, n'étaient pas de simples incidents isolés. Il s'agissait de signes avant-coureurs de tremblements subtils sous la surface d'une entreprise en pleine expansion. Alors que Parker construisait méticuleusement sa réputation de prodige de la recherche d'or de savants de la terre payante, il cultivait en même temps, peut-être sans le vouloir, une autre réputation plus difficile, celle d'un patron, pour lequel il était incroyablement difficile de travailler. Des rumeurs ont commencé à circuler dans les camps miniers et au-delà, selon lesquelles la volonté inébranlable de Parker, tout en produisant des résultats étonnants, s'accompagnait d'un coût humain important. Ce que personne ne vous dit, ou peut-être la leçon apprise seulement par une expérience amère dans le nord lointain, c'est qu'au Klondike, votre équipe n'est pas simplement un groupe d'employés, elle est votre bouée de sauvetage, votre famille élargie dans un monde souvent hostile. L'isolement du Klondike est extrême, une beauté désolée, qui peut rapidement se transformer en une solitude écrasante. Le travail est brutal, physiquement exigeant au-delà de l'imagination, poussant les corps et les esprits jusqu'à leur point de rupture absolue. Et la saison, la précieuse fenêtre d'opportunité pour extraire l'or avant que le gel hivernal ne s'abatte, est notoirement courte. Dans cet écosystème précaire, une panne, qu'elle soit mécanique entraînant des temps d'arrêt coûteux ou personnel faisant chuter le moral des troupes, peut littéralement vous coûter une fortune. Chaque homme, chaque machine, chaque heure compte. Le succès fulgurant de Parker s'est indéniablement construit sur le dos de quelques vétérans clés et loyaux. Ces hommes possédaient non seulement les compétences techniques, mais aussi la force mentale et la résistance inébranlable nécessaires pour faire face à son intensité, à ses normes rigoureuses et à son dynamisme presque surhumain. Ils comprenaient les règles tacites du Klondike et les exigences tacites du travail pour Parker. Pendant un certain temps, leur loyauté a été inébranlable, un fondement de son opération. Mais cette loyauté forgée dans les feux des difficultés partagées et des succès vertigineux est sur le point d'être mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Parker demandait à son équipe de déplacer des montagnes au sens propre comme au sens figuré, et pendant un certain temps, ils l'ont fait avec une constance remarquable. Mais la vérité immuable de l'endurance humaine veut que toute personne, quelle que soit sa force ou son dévouement, finisse par atteindre un point de rupture. Un équipage autrefois uni par un objectif unique commençait à montrer des signes de division. Les piliers s'effondrent, les départs de Chris et Mitch. Pendant de nombreuses années, le fondement même de l'équipe d'exploitation, aurifère en plein essor de Parker, a été incarné par un homme nommé Chris Dummy. Chris n'était pas seulement un opérateur hautement qualifié, capable de faire fonctionner des machines complexes avec une grâce intuitive. Il était à bien des égards
le cœur et l'âme non reconnus de l'équipe. Mineur chevronné dont les mains calleuses racontent l'histoire d'innombrables saisons, il possédait un comportement calme et un sourire rapide et rassurant, qui constituait un baume constant dans l'environnement très stressant de la mine. Il jouait souvent le rôle d'une figure paternelle, une présence rassurante au sein d'un groupe de mineurs plus jeunes et plus dynamiques qui se laissaient entraîner par l'ambition implacable de Parker. Chris était aux côtés de Parker depuis les premiers jours de son opération, une présence inébranlable et une voix discrète de la raison offrant un point de vue lorsque l'intensité du garçon roi menaçait de le submerger. Ce que de nombreux téléspectateurs captivés par le drame des Totaux d'or ont souvent négligé, c'est le rôle invisible et pourtant crucial que Chris a joué au-delà de ses tâches techniques dans la salle d'or. Il était le gestionnaire méconnu du moral de l'équipage, l'orchestrateur subtil de la cohésion. Il était le rare individu qui pouvait par la seule force de sa douce personnalité calmer Parker lorsque la pression montait, et il était le ciment qui maintenait la cohésion de l'équipe diversifiée pendant les journées épuisantes de 16 heures qui semblaient interminables. Son départ, lorsqu'il a finalement eu lieu, a été pour le moins un choc sismique qui s'est répercuté sur l'ensemble de l'opération et a profondément déstabilisé la base de supporters fidèles. Chris ne s'est pas contenté de démissionner au sens traditionnel du terme. Son départ a été une déclaration brutale de changement de loyauté et un défi direct à l'autorité de Parker. Il est parti rejoindre l'exploitation minière rivale de Rick Ness, l'ancien contremaître de Parker, qui s'était mis à son compte. Il ne s'agissait pas simplement d'une décision commerciale, mais d'une profonde trahison, d'une déchirure du tissu qui les avait unis. Pour les fans de longue date de la ruée vers l'or, c'était presque inimaginable. Chris et Parker formaient dans l'imaginaire populaire une équipe inséparable, un partenariat fondé sur des années de tranchées et de triomphes communs. Pourtant, la pression incessante de l'exploitation de Parker et la dynamique toujours changeante et de plus en plus exigeante de l'équipe ont fini par avoir raison d'eux. Chris recherchait un rythme différent, un environnement de travail où le stress permanent et les enjeux importants n'imprégnaient pas chaque instant. Les moments de franchise filmés révèlent sa lassitude croissante. Tout doit être nettoyé dans la salle d'or. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Ces paroles qui semblaient concerner la propreté de l'installation de lavage laissaient entrevoir un épuisement plus profond, une frustration face aux exigences incessantes qui ne laissaient aucune place au répit ou à des imperfections même mineures. Chris cherchait à retrouver une existence plus équilibrée, un sentiment d'autonomie et de respect qui, selon lui, s'était érodé sous la direction de plus en plus dictatoriale de Parker. Son départ a laissé un trou énorme et béant dans le fonctionnement de Parker, non seulement en termes de compétences inestimables, mais surtout en termes de leadership, de stabilité et de poids émotionnel. L'homme qui avait été le rock de Parker, son confident discret depuis son adolescence, travaillait désormais pour la concurrence, symbole brutal et douloureux d'une loyauté mise à l'épreuve et jugée insuffisante. Comme si la perte de Chris ne suffisait pas, un autre pilier indispensable de l'équipage était sur le point de s'effondrer. Mitch Blaschke était le génie mécanique de Parker, un savant dont la compréhension des machines lourdes frôlait la télépathie. Dans la nature sauvage et impitoyable du Yukon, où une seule pièce cassée peut entraîner l'arrêt d'une opération de plusieurs millions de dollars pendant des jours, coûtant des centaines de milliers de dollars en perte de production. Un bon mécanicien n'est pas seulement important, il est absolument indispensable. Mitch était l'un des meilleurs, un maître de l'improvisation et de l'ingéniosité. Il pouvait réparer pratiquement n'importe quoi, trouvant souvent des solutions à partir de pièces de rechange de fil de fer à balles et d'une inventivité pure et inspirée. Ses mains perpétuellement tachées de graisse et d'huile étaient capables de faire des miracles. Nous n'avions pas tous les raccords nécessaires pour construire un nouveau tuyau, alors j'ai épicé celui-ci.
et j'ai ajouté une section de tuyaux neufs, ce qui devrait suffire à le remettre en marche. De telles déclarations prononcées avec une confiance discrète étaient courantes. Mitch était le personnage irremplaçable qui faisait tourner la monstrueuse station de lavage affectueusement surnommée Big Red. Et il était le magicien qui pouvait diagnostiquer un problème complexe avec un bulldozer simplement par le changement subtil du son de son moteur. Le fait le plus choquant souvent occulté par le drame de la récupération de l'or est l'ampleur absolue de la dépendance de Parker à son égard. Mitch était essentiellement de garde. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Son téléphone étant constamment relié au site minier. Il était responsable d'une flotte tentaculaire d'équipements vieillissants d'une valeur de plusieurs millions de dollars qui étaient constamment poussés au-delà de leur point de rupture prévu. Il était le héros méconnu qui travaillait pendant les nuits glaciales couverts de boue et d'huile pour s'assurer que les machines fonctionneraient le lendemain, traduisant directement ses efforts inlassables dans la montée en flèche des totaux d'or de Parker. Après des années de travail acharné physiquement et mentalement épuisant, Mitch a finalement annoncé qu'il partait. Il n'y a pas eu de combat dramatique, pas d'explosion, pas d'engueulade devant les caméras. Il s'agit d'une sortie tranquille, presque discrète, motivée par un épuisement pur et simple. Les saisons interminables de boue de graisse, de températures négatives et le stress constant et écrasant avaient fini par le rattraper. Il voulait simplement avoir une vie en dehors de la mine, passer du temps précieux avec sa famille, ce que les exigences dévorantes du Yukon ne pouvaient tout simplement pas lui offrir. Il cherchait un avenir où il ne serait pas défini uniquement par la prochaine ligne hydraulique cassée ou le prochain moteur défaillant. Pour Parker, le départ de Mitch est un nouveau coup dur, une amputation déchirante d'un membre vital. Il avait perdu son ancrage émotionnel et sa voix de la raison en crise, et maintenant, il perdait son irremplaçable colonne vertébrale mécanique en Mitch. Les deux hommes, qui avaient joué un rôle déterminant dans son ascension fulgurante vers les sommets du monde de l'extraction de l'or, n'étaient plus là. Ils n'étaient pas de simples employés, mais les principaux artisans de sa réussite. Avec la disparition de ces deux pierres angulaires, l'empire d'or méticuleusement construit, qui semblait imprenable, apparaît soudain incroyablement vulnérable, ses fondations ébranlées, son avenir incertain. L'image du petit roi seul au milieu de ces machines rutilantes qui témoignaient de son ambition était désormais teintée d'une subtile et inquiétante impression d'isolement. Le fantôme de Big Nugget, un modèle émerge. Le départ de Chris et de Mitch n'était pas un incident isolé. C'était l'écho douloureux, presque obsédant d'une crise qui avait secoué l'équipe naissante de Parker des années plus tôt, bien avant que le monde entier ne comprenne vraiment l'ampleur de son ambition. Avant que Rick Ness ne devienne son bras droit, Parker s'était fortement appuyé sur l'expertise inestimable d'un vétéran de l'industrie minière nommé Gene Cheeseman. Gene était à lui seul une légende, un patriarche du Klondike, dont le visage usé par le temps et les yeux complices en disaient long sur des décennies de lutte contre les éléments brutaux. C'était un contremaître dur et sans état d'âme, un homme qui savait précisément comment déplacer la terre avec une efficacité maximale et une capacité quasi instinctive à déterrer de l'or. La philosophie de Gene était ancrée dans la précision méthodique et la préparation méticuleuse, un contraste frappant avec les stratégies souvent impulsives et à haut risque de Parker. Je veux que l'usine soit bien rangée. Je ne veux pas faire comme l'année dernière, atteindre l'objectif, puis partir en courant. Vous savez, nous avons beaucoup de travail à faire pour obtenir cet équipement de sorte qu'au printemps prochain, lorsque vous arriverez et commencerez, vous n'essaierez pas de tout faire. C'est vrai, je veux le faire correctement. J'essaie juste de tout finir correctement. Ces paroles exprimaient clairement un fossé générationnel dans la philosophie minière, la sagesse de la patience contre l'urgence de la jeunesse.
Lorsque Parker, encore relativement novice mais débordant de confiance, réussit à embaucher Jean, ce fut considéré comme un coup majeur, une plume indéniable à son chapeau. Jean apportait avec lui un niveau d'expérience d'autorité et de vision tactique dont la jeune équipe bien qu'enthousiaste avait désespérément besoin. Pendant une longue période, le partenariat entre le jeune patron audacieux et le vétéran chevronné a fait des merveilles. Sous la direction méticuleuse de Jean, ils ont déplacé des quantités de terre sans précédent, rationalisé les opérations et réalisé leurs saisons les plus rentables à ce jour. La synergie était palpable, une puissante combinaison de l'ambition brute de Parker et des prouesses méthodiques de Jean. Mais sous la surface, sous l'affichage public du succès et la poursuite commune de l'or, une lutte de pouvoir subtile mais insidieuse, se préparait un conflit de volonté et de philosophie qui s'avérerait finalement irréconciliable. La tension était souvent subtile, se manifestant par de petits désaccords qui dégénéraient lentement en frustration ouverte. « Je vous ai dit que je serais à peu près à cette heure-là, mais je vous ai dit que je serais à peu près à cette heure-là. Je t'ai dit que je serais là à cette heure-là. C'est vrai, je préfère m'envoyer un email. Je te l'ai dit, je ne savais pas avant. Je t'ai dit que je découvrais tout en entrant comme je te l'ai dit. Parker, il n'y a rien pas de secret. Je t'ai dit avant de partir qu'on verrait comment ça se passe entre le 15 et le 20. C'est vrai, et je préférerais que tu m'envoies un email à ce sujet. D'accord. Eh bien, je l'ai dit, nous en avons parlé. Alors, oui, vous savez, c'est un peu la queue qui remue le chien ici. Cet échange laconique, chargé de griefs inavoués, résume parfaitement le fossé qui se creuse. Parker, malgré sa jeunesse, était indéniablement le patron, celui qui supportait les risques financiers monumentaux et qui prenait les décisions opérationnelles ultimes, souvent instantanées. Jean, avec ses dizaines d'années d'expérience durement acquises, se trouvait fréquemment en désaccord avec les stratégies agressives et à haut risque de Parker qu'il percevait souvent comme imprudentes ou prématurées. Ce qui a commencé comme des désaccords professionnels légitimes s'est lentement transformé en une frustration ouverte, un ressentiment latent de part et d'autre. Jean avait l'impression que son expérience inestimable et ses conseils avisés étaient constamment ignorés, rejetés par un jeune arriviste trop désireux de faire ses preuves. À l'inverse, Parker estimait que son autorité de patron incontestée était constamment remise en question, sapée par un vétéran qui ne parvenait pas à céder le contrôle. La tension est devenue de plus en plus visible, voire palpable à l'écran, les deux hommes s'affrontant fréquemment au sujet de décisions critiques sur le site de la mine, leurs disputes contrastant fortement avec le travail d'équipe harmonieux observé dans d'autres opérations. Ce que personne ne vous dit, ou peut-être la sagesse durement acquise qui ne vient que d'une immersion profonde dans l'écosystème impitoyable du Klondike, c'est que dans cet environnement de cuisinière à haute pression, le respect est absolument essentiel. C'est la monnaie de la coopération, le ciment qui maintient l'unité d'une équipe dans l'isolement. Jean, un homme dont la vie a été définie par le travail acharné et le respect mérité, avait l'impression de ne pas recevoir de son jeune patron la déférence que ses décennies d'expérience justifiaient. Les disputes incessantes, le sentiment d'être continuellement remis en question ou carrément ignoré et l'impression omniprésente d'être sapé ont finalement atteint un point d'ébullition inévitable. « J'en ai fini avec Parker. Je ne reviendrai pas l'année prochaine. » Ces mots lapidaires prononcés avec un calme définitif ont marqué la fin d'une époque. Ce matin, il m'a téléphoné pour me dire qu'il voulait passer à autre chose et qu'il ne pensait pas revenir la saison prochaine. Cela m'a beaucoup touché. Il est, vous savez, mon mentor. La confession franche de Parker, rare pour son comportement habituellement stoïque, a révélé la profondeur de son choc et de sa douleur. Gene Cheeseman a démissionné laissant Parker sans contremettre son mentor, s'en allant au milieu d'une saison cruciale. Son départ n'était pas seulement un revers, c'était la première grande faille dans le style de management de Parker, une preuve brutale et indéniable que même un succès incroyable et des totaux d'or vertigineux
ne pouvait pas retenir de façon permanente un membre de l'équipe de haut niveau s'il ne se sentait pas respecté, pas apprécié ou constamment en désaccord avec la vision du leader. Nombreux sont ceux qui, fascinés par le volume d'or de Parker, s'extasient devant ses résultats et célèbrent sa capacité quasi magique à extraire les richesses de la terre. Mais souvent, ils ne voyaient pas le coût humain profond, les sacrifices personnels et le tribut émotionnel exigé par sa quête incessante. La perte de Gene a été une dure leçon, une pilule amère à avaler pour le jeune patron. Mais les départs ultérieurs de Chris et de Mitch des années plus tard ont soulevé une question bien plus difficile et troublante. Parker avait-il vraiment appris quelque chose de cette première et douloureuse expérience? Était-il condamné à répéter les mêmes erreurs, à repousser perpétuellement ses collaborateurs les plus précieux, le fondement même de son succès dans sa quête incessante, presque insatiable, de plus d'or? Le fantôme du départ de Gene Cheeseman planait sur la mine, rappelant de manière spectrale qu'un empire aussi vaste ou doré soit-il né solide que dans la mesure où les personnes qui le soutiennent le sont. La perte de légende pourrait briser un homme de moindre envergure, l'obligeant à reconsidérer toute son approche. Mais Parker Schnabel, dans sa quête incessante, avait le choix plié sous la pression, ou reconstruire méticuleusement farouchement à partir de zéro. Forger un nouvel équipage, l'évolution dans l'adversité. Confronté à l'exode sans précédent de certains de ses membres d'équipage les plus fidèles, les plus expérimentés et les plus irremplaçables, un coup terrible qui aurait paralysé des opérations moins importantes, Parker Schnabel s'est trouvé à un profond carrefour. La voie la plus facile, la plus logique, aurait pu être de réduire son ambitieuse opération, d'admettre ne serait-ce qu'à lui-même que la pression pure et implacable et le tribut humain qu'elle exigeait était tout simplement trop important. Au lieu de cela, il a fait ce qu'il a toujours fait lorsqu'il était confronté à l'adversité, il a redoublé d'efforts. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la réponse de Parker à cette crise de plus en plus grave n'a pas été une retraite ou une introspection, mais une déclaration puissante et agressive. Il était déterminé à prouver sans équivoque que son empire aurifère en plein essor ne reposait pas sur la loyauté ou le caractère indispensable d'une seule personne, aussi compétente ou expérimentée soit-elle. Il reposait au contraire sur sa volonté inébranlable de réussir sur sa vision singulière et sur sa capacité quasi surnaturelle à flairer l'or. Les départs, aussi douloureux et dommageables pour le public qu'ils aient été, ont paradoxalement forcé une évolution. Parker, l'enfant prodige, qui avait fasciné le public par son audace juvénile, était désormais contraint de se transformer en Parker, le leader chevronné, bien que toujours exigeant. La question qui se pose désormais au Klondike n'est plus seulement celle de la quantité d'or qu'il peut trouver, mais celle de l'âme même de son exploitation, celle de savoir si son ambition acharnée finira par le consumer ou par le transformer en une force encore plus redoutable. L'exode a été brutal par sa nature systémique. Il ne s'agissait pas seulement d'un individu mécontent cherchant des pâturages plus verts. Il s'agissait d'un démantèlement systématique de son cercle rapproché d'un effet domino de départ de figures cruciales, chaque départ amplifiant le précédent. Tout d'abord, il y a eu le légendaire contremaître Gene Cheeseman, un vétéran dont les connaissances de la vieille école et l'approche méthodique de l'exploitation minière ont été pendant un certain temps irremplaçables. Il avait quitté l'entreprise des années plus tôt par pure frustration face au style de gestion implacable et à la limite de l'insouciance de Parker, un conflit de génération et de philosophie qui s'est finalement avéré insoutenable. Puis vint Rick Ness, le bras droit de Parker, dont le départ fut sans doute encore plus personnel et compétitif. Rick ne s'est pas contenté de démissionner. Il est devenu un concurrent direct lançant sa propre exploitation minière et transformant leurs relations professionnelles, autrefois fondées sur le partage des difficultés, en une rivalité amère aux enjeux considérables. Ce n'est pas que je n'aime pas qu'ils viennent ici,
c'est qu'ils négligent toujours les grands progrès pour essayer de vous démolir. Personne ne veut se casser la tête et être harcelé pour cela. Les paroles de Rick, chargées d'un profond sentiment de trahison et de ressentiment, offrent un rare aperçu de la charge émotionnelle que représente le fait de travailler pour Parker. Et enfin, les 2 coups qui ont frappé le plus durement l'opération de Parker, laissant de profonds vides. Le départ tranquille, presque résigné de Mitch Blaschke, le génie mécanique qui pouvait pratiquement guérir les machines à main nue et dont les efforts inlassables permettaient à l'ensemble de la flotte de rester opérationnelle. Et Chris Dummit, le contremaître calme et inébranlable, qui avait servi de boussole morale et d'encre émotionnelle à l'ensemble de l'équipage, l'homme qui aplanissait les conflits et maintenait le moral à flot. Ce que beaucoup ont négligé, ou peut-être choisi d'ignorer, dans la précipitation du drame de la saison, c'est qu'il ne s'agissait pas d'incidents isolés, de simples faits aléatoires. Il s'agissait de symptômes d'un problème systémique plus profond au sein de l'entreprise de Parker. Des rumeurs étouffées mais persistantes ont commencé à circuler dans le Klondike, évoquant une culture de l'épuisement professionnel que l'ambition insatiable de Parker avait involontairement créée. Selon certains, c'était un endroit où la loyauté, même si elle était profonde ou de longue date, finissait par être anéantie par la demande constante et inflexible de plus. Était-il en train de bâtir un empire de l'extraction de l'or, ou était-il en train de construire une porte tournante aux enjeux élevés, faisant constamment défiler les talents dans sa quête incessante de richesse géologique? La question était suspendue dans l'air, une ombre stimulante, jetée sur ces piles d'or étincelantes. Au lieu de reculer, au lieu de succomber à la pression écrasante, Parker est passé à l'offensive. Sa stratégie est audacieuse, remplacer l'expérience par la faim, la sagesse par l'ambition. Il a commencé à investir agressivement dans une nouvelle génération de mineurs, à la recherche de nouveaux visages de jeunes hommes, qui étaient non seulement prêts à suivre son éthique de travail intense, souvent brutale, mais qui surtout ne le considéraient pas comme un patron, exigeant parfois déraisonnable, mais comme une légende vivante, un oracle de la terre payante. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance que mes passions soient équipées et que je puisse m'asseoir toute la journée dans ces jouets extraordinaires. L'or, c'est un bonus supplémentaire. Cette phrase prononcée par l'une de ces nouvelles recrues résume parfaitement l'enthousiasme frais, presque innocent que Parker suscite désormais. Ce changement stratégique a subtilement mais profondément modifié toute la dynamique de l'équipage. Parker n'était plus le jeune enfant qui devait constamment faire ses preuves auprès d'hommes plus âgés et plus expérimentés, qui lui en voulaient parfois de son ascension fulgurante. Il est désormais le roi, établi le souverain incontesté, qui forme sa nouvelle cour et la façonne à son image. L'équilibre des pouvoirs a basculé de manière décisive. Il commande désormais un auditoire d'apprentis enthousiastes, prêts à absorber sa sagesse et à imiter sa volonté implacable. Il a également dû changer fondamentalement son propre rôle, une transformation née de la nécessité plutôt que du choix. Avec la disparition de Mitch, son pilier mécanique, le fait le plus choquant est que Parker lui-même a été contraint de s'engouffrer dans la brèche. Il a dû devenir le mécanicien en chef, passant souvent des heures exténuantes couvert de graisse, une clé perpétuellement à la main, diagnostiquant personnellement des pannes hydrauliques complexes au milieu d'une nuit glaciale du Klondike. C'était un fardeau monumental que Mitch, avec son génie sans effort, avait toujours assumé pour lui. Cette implication intime et pratique, bien que née d'une crise, lui a donné une nouvelle perspective, une appréciation plus profonde de la danse complexe entre l'homme et la machine. La clé pour maintenir l'unité de cette nouvelle équipe moins expérimentée, pour encourager la loyauté là où elle s'était auparavant fracturée, était un contrat remanié, une incitation en or. Il a précisé que le travail serait plus brutal que jamais, les heures plus longues, les exigences plus élevées. Mais la récompense, une part significative de l'or, une part tangible du succès qu'ils avaient créé ensemble, allait vraiment changer la vie.
Il ne s'agissait pas d'un simple emploi, mais d'un investissement, d'une opportunité de participer directement aux fruits de leur travail éreintant. La théorie la plus controversée murmurée à voix basse dans le Yukon et parmi les initiés de l'industrie est que Parker a été contraint de changer fondamentalement tout son modèle d'entreprise. Il aurait abandonné l'ancien système de salaire fixe et de primes modestes, qui s'était avéré insuffisant pour retenir ses meilleurs talents. Au lieu de cela, il a commencé à offrir à ses principaux collaborateurs des parts significatives des bénéfices, faisant d'eux de véritables partenaires de l'entreprise, plutôt que de simples employés. Cette décision audacieuse, qui pouvait lui coûter des millions en paiement direct, était un pari désespéré et risqué. Il s'agissait d'un risque calculé pour acheter la loyauté qu'il ne pouvait plus obtenir uniquement par l'amitié personnelle, l'autorité ou le succès passé. Il avait besoin de personnes profondément et personnellement investies dans le résultat, animé par la vision commune d'une immense richesse et pas seulement d'un salaire régulier. Ce changement, s'il est vrai, a marqué une évolution profonde de son leadership, reconnaissant que l'élément humain, lorsqu'il est correctement motivé, peut être aussi précieux que n'importe quelle pièce de machinerie. Ce que beaucoup n'ont pas réalisé au milieu des départs très médiatisés et des remaniements spectaculaires, c'est qu'un noyau d'individus dévoués et méconnus est toujours resté. Il y a toujours eu des héros discrets dans l'ombre, les conducteurs stoïques de camions de roche qui ont emprunté des routes périlleuses, les infatigables conducteurs de bulldozers qui ont sculpté la terre, les ouvriers du camp, qui ont veillé à ce que les rouages logistiques de l'opération continuent de tourner. Ce sont ces hommes et ces femmes qui accomplissent un travail éreintant, souvent ingrat, année après année, loin des caméras de télévision, sans gloire ni reconnaissance individuelle. Ce sont les rouages méconnus de cette machine colossale, ceux qui ont véritablement fait tourner les engrenages de l'opération, leur constance témoignant d'une autre forme de loyauté, peut-être envers la terre, peut-être envers le rêve lui-même, ou peut-être envers l'indéniable vision de Parker. Et le succès de Parker, loin de faiblir, ne s'est pas seulement poursuivi, il s'est accéléré avec une rapidité presque alarmante. Il n'a cessé de battre ses propres records, d'engranger des quantités d'or stupéfiantes d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars, les saisons se confondant avec une production incessante. Il a prouvé avec force que son système, son mélange unique de gestion agressive de sens aigu des finances et de sa propre capacité presque surnaturelle à lire le sol, une compétence transmise par son légendaire grand-père John Schnabel, était le fondement véritable et indestructible de son succès. Les pièces individuelles, quelle que soit leur valeur, pouvaient être remplacées si le génie de base demeurait. Le fait le plus choquant cependant, et qui offre un aperçu profond de sa domination continue, est la façon dont il a réussi non seulement à maintenir, mais aussi à augmenter de manière significative ses totaux d'or avec une équipe moins expérimentée. Les initiés et les observateurs attentifs du secteur suggèrent qu'après le départ massif de son équipe de vétérans, Parker a réalisé un investissement massif de plusieurs millions de dollars dans une technologie de prospection de pointe. Il ne s'agissait pas seulement de machines plus grandes, mais d'une exploitation minière plus intelligente. Il s'agit de radars à pénétration de sol avancés qui lui ont permis de cartographier les structures géologiques situées sous la surface avec une précision sans précédent. Des techniques sophistiquées d'analyse de l'eau permettant de repérer des traces d'or microscopiques et de guider les fouilles vers les zones les plus riches et les plus vierges. Cette avancée technologique lui a donné un avantage presque déloyal, transformant le pari souvent imprévisible du Klondike en une extraction calculée presque scientifique. Il ne se contentait pas d'exploiter les mines plus intelligemment, il les exploitait avec une avance technologique que ses rivaux souvent limités par la tradition ou le budget ne pouvaient espérer égaler. Cela lui permettait de repérer les zones les plus riches avec une précision chirurgicale, en veillant à ce que son équipe moins expérimentée, même si elle n'avait pas l'expérience intuitive des vétérans, creuse toujours au bon endroit. Le risque a été atténué par les données, l'incertitude a été remplacée par la certitude scientifique.
Ce pivot stratégique, plus que tout autre leadership charismatique, a assuré son succès continu et sans précédent. Conclusion. L'héritage durable est la question sans réponse. L'histoire de Parker Schnabel ne se résume plus au fond aux quantités stupéfiantes d'or qu'il peut dénicher, ni aux chiffres bruts qui définissent ses triomphes financiers. Elle s'est transformée en un récit beaucoup plus complexe et fascinant. Il s'agit de savoir s'il peut construire quelque chose de vraiment durable, un empire non seulement d'or, mais aussi d'héritage durable. Les départs de légendes comme Chris Dumit, Mitch Blaschke, Gene Cheeseman et même Rick Ness n'ont pas été les derniers chapitres de son histoire. Il s'agit plutôt de passages brutaux, mais finalement transformateurs, d'une saga beaucoup plus longue et complexe. Il représente l'évolution douloureuse d'un leader, un jeune homme forcé de mûrir et de s'adapter sous les projecteurs les plus durs, ainsi qu'une exploration poignante du coût réel et multiforme d'une ambition qui ne connaît pas de limite. La question qui résonne à travers la vaste étendue silencieuse du Klondike, et même dans l'esprit d'innombrables fans, reste la plus importante et la plus impérieuse dans le monde de l'extraction de l'or. Parker Schnabel est-il un véritable génie de l'extraction de l'or? Un visionnaire dont les décisions difficiles et les normes intransigeantes sont simplement les ingrédients nécessaires à un succès sans précédent? Ou est-il à l'inverse, un patron exigeant destiné à repousser à jamais ses meilleurs éléments, pris dans un cycle sans fin de perte de talent, dans sa quête incessante, presque insatiable de plus d'or? La réponse peut-être n'est pas un simple soit, mais une tapisserie complexe tissée à partir de ces deux fils. Son empire témoigne de sa volonté et de sa vision extraordinaire, mais ses fondations sont marquées par le coût humain de cette ambition. La nouvelle équipe loyale et enthousiaste ouvre un nouveau chapitre, mais le fantôme des départs passés persiste, rappelant que le véritable leadership ne se limite pas à un simple total d'or. Il s'agit de favoriser un environnement où le talent s'épanouit, où la loyauté ne se gagne pas seulement par des promesses de richesse, mais par le respect, l'empathie et un sens commun de l'objectif qui transcende la recherche incessante du profit. L'avenir de l'empire de Parker Schnabel est en suspens, un testament doré de l'effort humain, mais aussi un point d'interrogation poignant sur la véritable définition du succès. Le jeune roi apprendra-t-il enfin à tempérer son ambition par une compréhension plus profonde des